Mes beaux-parents m'ont qualifié de « pas à leur niveau » et ont aspergé ma robe de vin. Il a craché « divorce demain ». J'ai murmuré « chiche ». Puis un milliardaire est entré, a posé son manteau sur moi, c'est ma fille. Un verre s'est brisé, j'ai retiré ma bague, les contrats se sont évanouis. Je m'appelle Kira Fairchild et pendant les 6 premières années de ma vie, je ne savais pas que le monde pouvait être froid. Je vivais dans un complexe d'appartements exigus et bruyants à Chicago, où les tuyaux de chauffage cliquetaient comme des derniers soupirs. Mais l'air était toujours chaud de l'odeur du pain de ma mère et du rire de mon père. Puis il y a eu l'incendie. Il a tout pris en une seule nuit vorace. Je me souviens de la chaleur, des sirènes hurlantes, puis du silence terrifiant qui a suivi. J'ai survécu, tiré des cendres comme un débris. La suis gravée à jamais dans ma mémoire, sinon sur ma peau. J'avais 6 ans quand j'ai appris que la chaleur était un luxe et que la solitude était la seule chose distribuée gratuitement. Le système de l'État m'a placé dans un orphelinat à la périphérie de la ville. C'était un bâtiment gris rempli de bruit gris. Les surveillantes étaient surmenées et les autres enfants menaient leurs propres guerres invisibles. J'ai vite appris que les larmes étaient une monnaie inutile. Pleurer ne faisait pas revenir les parents. Supplier ne rendait pas la soupe plus épaisse. Alors j'ai arrêté de pleurer. Je me suis réfugié dans un monde de structure et de logique. Pendant que les autres enfants jouaient à chat ou se battaient pour des jouets, je ramassais des bouts de carton, de la colle et des bâtons cassés. Je construisais des choses. Je créais des maisons miniatures où les murs étaient solides et les toits ne fuyaient jamais. C'était ma façon de contrôler un monde chaotique. J'avais 10 ans quand l'ère de l'orphelinat a changé. C'était un mardi, typiquement indiscernable de tout autre jour, mais les surveillantes étaient en effervescence. Elles nous ont frotté le visage jusqu'à ce qu'il soit à vif et nous ont alignés dans le hall principal. Elles chuchotaient à propos d'un donateur, un homme aux poches assez profondes pour acheter la ville. Son nom était Elias Sterling. Pour le monde, il était le fantôme de Wall Street, un titan des industries de l'acier et des énergies renouvelables, connu pour sa cruauté et son obsession pour la vie privée. Il ne donnait pas d'interview. Il n'assistait pas à des galas. Il acquérait, conquérait et étendait simplement. Quand Elias est entré dans la pièce, la température a semblé chuter. C'était un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre qui coûtait plus cher que le bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Il ne souriait pas. Il ne regardait pas la file d'enfants pleins d'espoir et terrifiés qui essayaient d'attirer son attention. Il est passé devant les chaussures cirées et les sourires forcés. Il est allé directement dans le coin de la pièce où j'étais assise par terre, ignorant complètement l'alignement. Je n'essayais pas de l'impressionner. En fait, j'avais oublié qu'il venait. J'étais concentré sur une maquette architecturale qu'un autre garçon avait brisée dans un accès de rage plus tôt ce matin-là. C'était une structure complexe de bâtonnets de glace et la fondation s'était cassée. J'appliquais soigneusement de la colle à l'aide d'une petite pince que j'avais fabriquée avec une barrette à cheveux pour maintenir l'entretoise en place. J'ai vu une paire de chaussures noires polies s'arrêter à côté de ma main. J'ai levé les yeux. Elias Sterling m'a regardé avec des yeux couleur ardoise. « Pourquoi ne pleures-tu pas » a-t-il demandé. Sa voix était profonde, dépourvue de la pitié que les adultes affichaient habituellement sur leur visage lorsqu'ils nous parlaient. « Le garçon a détruit ton travail. » La réaction appropriée pour un enfant est de pleurer. J'ai regardé à nouveau la structure brisée. Pleurer ne réparera pas la fondation, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. L'intégrité structurelle est compromise. Si je ne la répare pas maintenant, la colle séchera de manière inégale et tout s'effondrera. Elias m'a regardé longuement. Puis, pour la première fois, un petit tic à peine perceptible est apparu au coin de sa bouche. Il s'est tourné vers la directrice confuse qui se précipitait pour s'excuser de mon impolitesse. « Je prends celle-ci » a-t-il dit. Il ne voulait pas d'un enfant à choyer. Il ne voulait pas d'une fille à habiller de ruban. Il m'a dit plus tard, alors que nous partions dans une voiture qui ressemblait à un vaisseau spatial, qu'il avait besoin d'un héritier qui comprenne que le monde était brisé et que seuls ceux qui ont la volonté de le reconstruire méritent de le gouverner. Il a vu de l'intelligence là où d'autres voyaient un traumatisme. La vie au manoir de fer était un paradoxe. Le domaine était vaste, rempli d'art et d'histoire, une forteresse de solitude nichée dans la vallée de l'Hudson. J'avais tout ce qui m'avait toujours manqué. De la nourriture, de la chaleur, de l'éducation. Mais Elias était un professeur strict. Il ne m'a pas gâté. Il m'a formé. Les conversations au dîner ne portaient pas sur les potins de l'école,
mais sur la volatilité du marché, les chaînes d'approvisionnement et la psychologie de la négociation. Il y avait une règle qui gouvernait nos vies. Une règle qu'Elias a gravée dans mon esprit jusqu'à ce qu'elle devienne ma colonne vertébrale. Le vrai pouvoir est invisible. Kira, disait-il, faisant tourner un liquide ambré dans son verre alors que nous étions assis près de la cheminée. Les bruyants, ceux qui exhibent leur or et crient pour attirer l'attention. Ce sont les faibles. Ils ont peur d'être oubliés. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous possédons le sol sur lequel ils se tiennent. Ne l'oublie jamais. Pour me protéger et m'enseigner la valeur de la réalité, il a créé une double existence pour moi. J'ai été légalement adopté, mais uniquement sur des registres scellés. Pour le monde extérieur et sur tous mes documents d'identité, Elias a gardé mon nom comme Kira Fairchild pour me protéger de ses ennemis. Quand je suis entré à l'université et plus tard sur le marché du travail, je n'ai pas utilisé le nom Sterling. J'ai pris le nom de Fairchild, le nom de jeune fille de ma mère. C'était un hommage à la femme qui m'a donné la vie et un bouclier contre les gens qui ne m'aimeraient que pour l'argent de mon père. J'ai grandi en comprenant que le respect devait se mériter, pas s'acheter. J'ai étudié l'architecture, non pas parce que c'était attendu, mais parce qu'il y avait encore cette fillette de 6 ans en moi qui voulait construire des choses qui ne brûleraient pas. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma classe, mais je ne suis pas entré dans le bureau de direction du Sterling Group. Pas encore. Elias voulait que je voie le monde d'en bas. Alors, je suis devenu Kira Fairchild, l'architecte de la restauration. Je me suis spécialisé dans la sauvegarde de vieux bâtiments oubliés de la ville, des orphelinats, des centres communautaires, des bibliothèques historiques que la ville voulait démolir. C'était un travail épuisant. Je passais mes journées sur des échafaudages, les mains couvertes de poussière de plâtre, les cheveux attachés en un chignon désordonné, portant des jeans et des bottes de travail. Je conduisais une berline d'occasion fiable. Je vivais dans un appartement modeste. Mes collègues voyaient une femme travailleuse passionnée par l'histoire et la communauté. Ils voyaient quelqu'un qui préparait son propre déjeuner et restait tard pour s'assurer que le mélange de mortier était historiquement exact. Ils n'avaient aucune idée que la femme qui grattait de la peinture sur un mur centenaire était l'unique héritière d'une fortune de plusieurs milliards de dollars. Ils ne savaient pas que le gentil vieux père que je mentionnais occasionnellement était l'homme qui pouvait fermer leur banque d'un seul coup de fil. Je marchais entre deux mondes. Le soir, je retournais au manoir de fer, me débarrassais de la poussière du monde commun sous la douche et m'asseyais avec Elias pour examiner les rapports trimestriels d'un empire multinational. Mais pendant la journée, j'étais juste Kira. J'aimais être juste Kira. Cela me semblait honnête. Cela me permettait de voir les gens tels qu'ils étaient vraiment, sans le filtre de la cupidité obscurcissant leurs yeux. Je pensais comprendre le jeu. Je pensais que c'était moi qui contrôlais, observant le monde depuis mon point de vue caché. J'étais arrogante à ma manière, croyant que mon armure invisible était impénétrable. Je ne savais pas que j'étais sur le point de tomber dans un piège où mon déguisement soigneusement construit deviendrait l'arme même utilisée pour me briser. Je ne savais pas qu'un prince de papier attendait juste au coin de la rue, prêt à réduire mon monde en cendres une fois de plus. La première fois que j'ai vu Julian Vanderbilt, j'étais debout sur une échelle à 4,5 mètres de hauteur, en train de gratter des couches de peinture au plomb d'un médaillon de plafond dans un espace de galerie délabré à Chelsea. Il était tard et la seule lumière provenait des lampes de travail halogènes qui projetaient de longues ombres dures sur les murs écaillés. J'avais l'air d'un désastre. Ma salopette était raide de poussière de plâtre. Mes cheveux étaient un nid d'oiseaux de particules de cloison sèche, et je sentais légèrement la térébenthine. Julian est entré comme s'il s'était trompé de chemin en se rendant à une séance photo pour GQ. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui lui allait un peu trop parfaitement, du genre qui criait l'argent mais chuchotait l'insécurité. Il cherchait le propriétaire de la galerie, un homme frénétique nommé Pierre, qui hyperventilait actuellement dans l'arrière-boutique à propos des dépassements de budget. Quand Julian a levé les yeux et m'a vu, il n'a pas vu l'héritière de l'Empire Sterling. Il a vu une ouvrière. Il a vu un projet. Vous avez manqué un endroit, a-t-il lancé, sa voix douce, portant un charme étudié qui, j'apprendrai plus tard, était son principal mécanisme de défense. J'ai baissé les yeux, essuyant la sueur de mon front avec le dos de mon gant. C'est une fissure structurelle, pas un éclat de peinture. Si je la comble sans stabiliser la poutre d'abord, le plafond tombera sur vos chaussures chères. Il a ri et le son était vraiment agréable. C'était léger, sans fardeau, le son d'un homme qui n'avait jamais vraiment eu à porter quoi que ce soit de lourd dans sa vie. Il s'est présenté comme Julian,
omettant son nom de famille au départ, essayant peut-être de jouer le rôle d'un amateur d'art décontracté. Il était beau d'une manière classique et non menaçante, avec des yeux brun doux qui semblaient promettre la gentillesse. Nous avons commencé à parler. Il était fasciné par le côté brut de mon travail, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'immobilier, que sa famille développait des condos de luxe, mais qu'il trouvait le potentiel brut des vieux bâtiments plus romantique. C'était une bonne réplique. Ça a marché sur moi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, un homme me draguait alors que j'avais l'air d'un désastre, sans savoir que le solde de mon compte en banque pourrait acheter l'entreprise de sa famille 3 fois. Pour lui, j'étais juste Kira, la chef de chantier à la langue bien pendue et aux bottes poussiéreuses. Notre cours a été un tourbillon, ou du moins un type de tourbillon très spécifique. Nous n'allions pas dans les endroits où les Vanderbilt épinglaient habituellement leurs photos, les galas homés ou les dîners de charité dans les hantons. Julien m'a dit qu'il voulait échapper à ce monde. Il a dit qu'il voulait quelque chose de réel. Alors, nous mangions de la pizza sur des bancs de parc et buvions du vin bon marché dans mon modeste appartement. Je suis tombée amoureuse de l'idée qu'il m'avait choisi pour ma simplicité. Je pensais avoir trouvé la seule chose qu'Elias Sterling ne pouvait pas acheter, une affection sincère. Mais l'amour peut être un puissant bandeau sur les yeux. J'étais si soulagée d'être vue comme une femme normale que j'ai ignoré les manières subtiles dont Julien essayait de me modifier. Ça a commencé petit. Nous nous préparions à aller au cinéma et il suggérait gentiment que je change de chaussures. Celles-là sont un peu pataudes, tu ne trouves pas, disait-il en affichant ce sourire de garçon. Tu as de si belles jambes. Pourquoi les cacher? Mais les talons. Où nous marchions dans la rue et s'il voyait un groupe de personnes qu'il reconnaissait, des hommes en costume aux cheveux gominés et des femmes avec des sacs à main valant $5000, il me dirigeait instinctivement de l'autre côté de la rue ou devenait soudainement très intéressé par une vitrine de magasin. Juste des collègues ennuyeux, marmonna-t-il, sa main se resserrant sur mon bras. Je ne veux pas parler de travail maintenant. Je te veux juste pour moi tout seul. Cela semblait romantique. Cela semblait possessif d'une manière que j'ai confondue avec de la passion. Je n'ai pas réalisé qu'il me cachait. Pour Julien, j'étais un plaisir coupable, une rébellion contre son éducation étouffante, mais pas quelqu'un qu'il était fier d'afficher. L'illusion a commencé à se fissurer environ 4 mois plus tard. J'étais dans la cuisine de son appartement, un endroit élégant et impersonnel dans le Upper East Side que ses parents payaient. Je préparais du thé pendant qu'il était au téléphone dans le salon. Il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Ou peut-être qu'il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour baisser la voix. Non, mère, ce n'est pas une personne sans importance, disait Julien. Sa voix était tendue, suppliante. Son père est professeur à Columbia, en histoire de l'architecture. Elle est éduquée. Elle est juste bohème. C'est respectable. Je me suis figé, la bouilloire tremblant dans ma main. Mon père, Elias Sterling, n'avait jamais mis les pieds dans une salle de classe pour enseigner un seul jour de sa vie. Il achetait des universités. Il ne travaillait pas pour elles. Julien avait inventé un pédigré pour moi. La fille d'un professeur était sans danger. C'était intellectuel, de la classe moyenne supérieure, assez acceptable pour être présenté à table, mais pas menaçant pour l'ego des Vanderbilt. Quand il a raccroché et est venu dans la cuisine, je l'ai confronté. Un professeur, ai-je demandé, appuyé contre le comptoir. Julien a tressailli, puis a soupiré, passant une main dans ses cheveux parfaits. Kira, tu ne connais pas mes parents. Ils sont vieux jeux. Ils se soucient de la lignée. Je voulais juste aplanir le chemin pour nous. Je ne voulais pas qu'ils te jugent avant de t'avoir rencontré. Je te protège. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Il avait une peur bleue de sa mère. C'était un homme adulte, 28 ans. Pourtant, il était encore un petit garçon essayant d'éviter une réprimande. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais j'ai vu sa faiblesse et je l'ai confondu avec de la vulnérabilité. J'ai pensé que si je révélais ma véritable identité, cela l'émasculerait. Je voulais être aimé pour moi, pas pour le nom Sterling. Alors j'ai avalé le mensonge. Je l'ai laissé réécrire mon histoire parce que je pensais que nous écrivions un avenir. La demande en mariage est venue 2 mois plus tard, un mardi pluvieux. Ce n'était pas un grand geste. Il n'y avait pas de violon, pas de flash mob. Julien est venu à mon appartement, l'air hagard. Ses cartes de crédit avaient été refusées au dîner la veille,
une humiliation qu'il avait imputée à une erreur bancaire, bien que je sache mieux. Les Vanderbilt resserraient la laisse. Il avait refusé de sortir avec la fille d'un magnate de la banque, et son allocation avait été coupée. Il s'est agenouillé sur mon tapis, son pantalon humide de pluie. Il a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague avec un diamant si modeste qu'il était presque apologétique. « Je n'ai pas grand-chose en ce moment, Kira, a-t-il dit, la voix tremblante. Ma famille, ils me rendent les choses difficiles, mais je m'en fiche. Je veux construire quelque chose avec toi. Nous pouvons partir de zéro. Juste toi et moi contre le monde. Nous construirons tout ensemble, a-t-il promis. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je pensais qu'il choisissait l'amour plutôt que l'argent. Je pensais qu'il était courageux. Je ne savais pas qu'il ne construisait pas une fondation avec moi. Il cherchait une bouée de sauvetage. Il se noyait dans sa propre inadéquation. Et il me voyait comme la seule personne qui ne lui demanderait pas de nager. Il ne m'a pas demandé en mariage parce que j'étais l'amour de sa vie. Il m'a demandé en mariage parce que j'étais la seule option qu'il pouvait se permettre. Le domaine Vanderbilt à Westchester était exactement ce à quoi je m'attendais, un monument à l'insécurité. C'était une monstruosité néoclassique tentaculaire qui essayait trop de ressembler à une demeure ancestrale. Mais la pierre était trop blanche, les colonnes trop épaisses, et la feuille d'or sur les portes d'entrée s'écaillait juste assez pour révéler le fer en dessous. C'était une maison qui criait pour attirer l'attention plutôt que de la commander. Alors que Julien conduisait sa berline louée sur la longue allée sinueuse, je pouvais le sentir vibrer d'anxiété. Il agrippait le volant si fort que ses jointures devenaient blanches, vérifiant son reflet dans le rétroviseur pour la 10e fois. « Souviens-toi, dit-il, la voix tendue. Ma mère peut être particulière. Laisse-moi simplement parler. Et s'il te plaît, Kira, essaie de ne pas mentionner les chantiers de construction. Reste sur l'aspect design, l'art. » J'ai regardé par la fenêtre les pelouses manucurées qui ressemblaient plus à un terrain de golf qu'à un jardin. Je n'ai pas honte de mon travail, Julien. Je sais, dit-il rapidement en garant la voiture. Mais pour ce soir, pour moi, joue simplement le jeu, la porte d'entrée a été ouverte non pas par un majordome, mais par une femme qui semblait tout droit sortie d'un catalogue pour débutantes vieillissantes. Béatrix Vanderbilt était une femme d'une 50aine d'années, menant une guerre perdue contre la gravité avec l'aide d'une chirurgie plastique agressive et de couches de diamants trop gros pour un dîner décontracté du mardi. À côté d'elle se tenait une version plus jeune et plus acérée d'elle-même, la sœur de Julien, Claire. Claire avait le genre de visage qui était beau jusqu'à ce qu'elle sourit, révélant une froideur qui atteignait ses yeux. « Alors, dit Béatrix, sans s'écarter pour nous laisser entrer, mais bloquant l'entrée comme un gardien. Ses yeux m'ont balayé comme un scanner de code-barre, évaluant le prix de ma robe, de mes chaussures, de mon manque de bijoux. C'est elle. Mère, voici Kira, dit Julien, la voix légèrement cassée. Il a posé une main dans le creux de mon dos, me guidant en avant. Kira, ma mère, Béatrix, et ma sœur, Claire. Enchanté de vous rencontrer, ai-je dit en tendant la main. Béatrix a regardé ma main une seconde de trop avant d'offrir une poignée de main molle et froide. Vous avez des callosités, a-t-elle observé, le nez se plissant légèrement comme si elle avait senti quelque chose de nauséabond. Je travaille avec mes mains, ai-je répondu d'une voix égale. Comme c'est pittoresque, a traîné Claire, reculant pour nous laisser entrer. L'intérieur de la maison était une agression pour les sens. Tout était velours, cristal et acajou poli. On se sentait comme dans un musée où il était interdit de toucher à quoi que ce soit. Nous nous sommes dirigés vers le salon où le père de Julien, Richard Vanderbilt, attendait. C'était un homme corpulent au visage rouge et au cigare qu'il mâchait plutôt que de le fumer. Il ne s'est pas levé quand nous sommes entrés. Julien nous dit que vous êtes dans l'architecture, a grogné Richard en faisant tourner un verre de scotch. Y a-t-il de l'argent là-dedans, du vrai argent, ou est-ce juste dessiné de jolies images? C'est une industrie stable, ai-je dit en m'asseyant dans le fauteuil rigide que Béatrix m'a montré. Le développement immobilier en dépend entièrement. Ça dépend des relations, a rétorqué Richard. Sans le bon nom, vous n'êtes qu'un maçon avec un diplôme. Julien se lance en politique l'année prochaine. Conseil municipal, peut-être le Sénat un jour. Il a besoin d'une partenaire qui apporte des atouts, pas seulement des croquis. L'interrogatoire a commencé sérieusement une fois les boissons servies. Béatrix était assise sur le bord de son canapé, la posture rigide.
Julien a mentionné que votre père est professeur, a-t-elle dit, les yeux se plissant. Columbia, c'est ça? Nous connaissons le doyen là-bas. Comment s'appelle-t-il? J'ai senti Julien se raidir à côté de moi. Il m'a regardé, ses yeux suppliants. Il voulait que je mente. Il voulait que j'invente un nom, que je joue le jeu du prince de papier. Mais quelque chose en moi, la partie que Elias Sterling avait forgée dans les feux de la discipline, a refusé de plier. Je n'allais pas mentir sur mes origines à ces gens. Julien a du mal comprendre, ai-je dit calmement en prenant une gorgée de la cerise trop sucrée. Mes parents biologiques sont morts dans un incendie quand j'avais 6 ans. J'ai grandi dans le système de l'aide sociale à l'enfance à Chicago avant d'être adopté. Le silence qui a suivi était absolu. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Julien a fermé les yeux comme s'il souffrait physiquement. Une orpheline, a répété Claire, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Comme Oliver Twist. Vous étiez une pupille de l'État, a demandé Béatrix, sa voix baissant d'une octave, perdant sa politesse feinte. Donc vous n'avez pas de lignée, pas de relation. Vous êtes une errante. Je suis une femme qui s'est faite toute seule, les jeux corrigés, la voix ferme. J'ai survécu. C'est une lignée en soi. Béatrix a éclaté d'un rire sec et dérisoire. La survie, c'est pour les rats, ma chère. La civilisation, c'est pour les gens de bonne naissance. Julien, est-ce une blague? Tu amènes une fille d'un orphelinat dans cette maison, dans notre avenir. Elle est talentueuse, mère, a marmonné Julien, regardant le tapis. Elle est différente. Différente est un mot poli pour fardeau, a aboyé Richard. La femme d'un politicien a besoin d'un passé qui puisse résister à un examen minutieux. Savez-vous ce que la presse ferait d'une histoire comme ça? L'héritier Vanderbilt épouse une fille du caniveau. Ça s'écrit tout seul. Le dîner est servi, a annoncé la gouvernante, sauvant Julien de devoir me défendre, ce que je soupçonnais qu'il n'avait aucune intention de faire de toute façon. La salle à manger était éclairée par un lustre assez grand pour nous écraser tous. La table était dressée avec suffisamment de couverts pour effectuer une opération chirurgicale. Je me suis assise entre Julien et Claire. Le premier plat était une soupe de potiron, épaisse et orange. Tout au long du repas, l'air était toxique. Il parlait par-dessus moi, discutant de gens que je ne connaissais pas, de vacances dans des endroits où je n'étais pas allé, et faisant des remarques désobligeantes sur les cas sociaux. Alors Kira, dit Claire en se tournant vers moi avec une lueur prédatrice dans les yeux. Quand vous ne jouez pas à l'architecte, que faites-vous? Faites-vous du bénévolat? Je suppose que vous devez vous sentir lié à la plèbe. Je me concentre sur mon travail, ai-je dit en coupant mon pain. Ça doit être difficile, a continué Claire en se penchant. D'essayer de s'intégrer là où vous n'avez manifestement pas votre place. C'est courageux. Vraiment. La plupart des gens auraient le bon sens de rester dans leur voie. Alors qu'elle tendait la main vers la salière, sa main a tressailli. C'était un mouvement si calculé, si précis, que seule une personne entraînée à surveiller les défaillances structurelles aurait remarqué l'intention. Son coude a heurté son bol plein de soupe de potiron. Le liquide épais et chaud a dévalé de la table et a atterri carrément sur mes genoux. Il a instantanément imbibé le tissu de ma simple robe grise, brûlant ma peau et laissant une tache orange grotesque. Oh mon Dieu, a haleté Claire, ses mains volant à sa bouche dans une horreur simulée. Je suis si maladroite, je suis tellement désolée. Mais ses yeux dansaient de malice. Bien que, pour être juste, cette robe était un peu terne. Peut-être que la couleur l'améliore. Claire, a grondé Béatrix, mais il n'y avait pas de chaleur dans sa voix. Fais attention. Nous ne voulons pas de taches sur le tapis. Je suis restée assise là, la chaleur de la soupe s'infiltrant dans ma peau. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas crié. J'ai lentement posé ma serviette sur la table et je me suis tournée pour regarder Julien. C'était le moment. Le moment où un homme qui aime sa femme se lèverait. Il serait en colère. Il offrirait sa veste. Il exigerait des excuses. Julien a regardé la tâche, puis le visage désapprobateur de sa mère, et enfin moi. Son visage est devenu rouge, non pas de colère contre sa sœur, mais de gêne. Il s'est penché près de moi, sa voix un murmure dur. Jésus, Kira, regarde-toi. Tu es un désastre. Je l'ai regardé fixement. Ta sœur m'a jeté de la soupe dessus. Elle a dit que c'était un accident,
a sifflé Julien, évitant mon regard. Ne fais pas de scène. Va juste aux toilettes et nettoie-toi. S'il te plaît, tu me mets dans l'embarras. Les mots flottaient dans l'air entre nous, plus lourds que le lustre en cristal au-dessus. Tu me mets dans l'embarras. À ce moment-là, le brouillard romantique qui avait obscurci ma vision pendant des mois s'est évaporé. Je l'ai vu clairement pour la première fois. Il n'était pas un prince. Il n'était même pas un homme. C'était un enfant terrifié en costume, prêt à sacrifier ma dignité pour apaiser les monstres qui contrôlaient son allocation. Je n'ai pas ressenti de colère. La colère est une émotion chaude et chaotique. Ce que j'ai ressenti était froid. J'ai ressenti la clarté glaciale d'Elias Sterling s'installer en moi. J'ai regardé Julien, puis Claire, qui réprimait un fou rire, et enfin Béatrix, qui faisait signe à la femme de chambre de nettoyer le sol, m'ignorant complètement. Tu as raison, ai-je dit doucement. Ma voix était calme, dépourvue de l'humiliation qu'il voulait voir. Je devrais nettoyer ça. Je me suis levé. La soupe a coulé de ma robe sur leur précieux tapis persan. Je ne me suis pas excusé. J'ai regardé la tache sur le sol, puis la tache sur le caractère de Julien. Les toilettes sont au fond du couloir, deuxième porte à gauche, a dit Béatrix d'un air dédaigneux, sans lever les yeux de son assiette. Essaie de ne pas toucher au papier peint. Je suis sorti de la salle à manger, mais en lavant la tache orange de mes mains dans le lavabo plaqué hors de leur salle de bain d'invités, je ne pensais pas à la robe. Je pensais à l'effet de levier. Je pensais au prêt bancaire que la société Vanderbilt avait récemment demandé. Je pensais au permis de zonage dont ils avaient besoin pour leur nouveau projet dans le Queens. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Kira, la petite amie, était morte, noyée dans la soupe de potiron et la lâcheté. Kira Sterling était réveillée, et elle allait réduire cette maison en cendres. Brique par brique hypocrite. Nous nous sommes mariés un mardi matin au bureau de l'état civil de la mairie parce que c'était le seul créneau horaire qui ne nécessitait pas de frais de réservation. Il n'y avait pas de colombe blanche, pas de quatuor à cordes, et certainement pas de membre de la famille Vanderbilt occupant le premier rang. Le seul témoin était une assistante administrative ennuyée qui mâchait du chewing-gum en signant notre acte de mariage. Je portais un simple tailleur blanc que j'avais acheté en prêt-à-porter et Julien portait une veste grise qu'il n'arrêtait pas de tirer comme si le tissu lui-même l'étouffait. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, Julien n'avait pas l'air d'un homme qui venait de remporter une grande victoire. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il était monté dans le mauvais train mais qui était trop gêné pour en sauter. Le silence du domaine Vanderbilt était assourdissant. Il n'y a eu aucune carte de félicitations, aucun cadeau de mariage, et surtout pour Julien, aucun chèque. Le cordon ombilical financier avait été coupé. Nous avons emménagé dans un petit appartement à Brooklyn que j'avais trouvé. C'était charmant d'une manière rustique, avec des briques apparentes et de grandes fenêtres, mais pour Julien, c'était une cellule de prison. Le changement en lui n'a pas été soudain. C'était une pourriture lente et érosive. Au début, il a essayé de maintenir la façade du rebelle noble, le prince qui a choisi l'amour plutôt que l'or. Mais la réalité a une façon de dissoudre le romantisme. Quand la première facture de carte de crédit est arrivée et a été refusée, le ressentiment a commencé à suinter. Il a commencé à se disputer pour des choses insignifiantes. Le café était trop bon marché, les draps trop rugueux, le métro trop bondé, mais le sous-entendu était toujours le même. C'était de ma faute. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante où on lui avait refusé un prêt pour créer sa propre entreprise, il a explosé. C'est à cause de tes origines, Kira, a-t-il craché, arpentant notre petit salon comme un animal en cage. Si tu venais d'une famille décente, ou si tu avais essayé plus fort de charmer ma mère, nous ne vivrions pas comme des rats. Tu es si têtu. Tu as ce complexe d'infériorité d'être une autodidacte qui ruine ma vie. Je me tenais près de la fenêtre, faisant la vaisselle. Je ne t'ai pas demandé de quitter ta famille, Julien. Tu as dit que tu voulais l'indépendance. Je voulais l'indépendance avec un filet de sécurité, a-t-il crié. Je n'ai pas signé pour la pauvreté. Il ne vivait pas dans la pauvreté. Nous avions de la nourriture, de la chaleur et un abri. Ce qu'il vivait, c'était la perte de privilèges. Et pour lui, cela ressemblait à la mort. J'aurais pu mettre fin à tout ça à ce moment-là. J'aurais pu signer un chèque qui aurait fait taire ses plaintes et acheter tout l'immeuble où nous vivions. Mais Elias Sterling m'avait appris que l'argent donné sans effort crée des parasites, pas des partenaires.
J'avais besoin de savoir si Julien avait la moindre colonne vertébrale. J'avais besoin de savoir s'il pouvait construire quelque chose par lui-même. Alors j'ai décidé de l'aider. Mais dans l'ombre. J'ai utilisé mes contacts au sein du réseau Sterling, opérant à travers des couches d'intermédiaires. J'ai créé des sociétés écrans et des canaux d'investissement anonymes. J'ai chuchoté à l'oreille de promoteurs de niveau intermédiaire qui devaient des faveurs à mon père. Soudain, la chance de Julien a semblé tourner. Il a décroché un contrat pour rénover un hôtel de charme à Soho. Puis, un contrat de consultation pour un nouveau complexe résidentiel dans le Queens. C'était de petits projets pour l'Empire Sterling, des miettes de la table. Mais pour Julien, ils étaient monumentaux. Cependant, au lieu de l'humilité, le succès a engendré l'arrogance. Il est rentré un soir, tout excité d'avoir conclu un marché de 50 000 $. Ils ont adoré ma vision, s'est-il vanté, se versant un verre de whisky cher qu'il avait acheté pour célébrer. Les promoteurs ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une telle perspicacité. Ça prouve bien, Kira, que le talent finit toujours par percer. Mes parents avaient tort. Je n'ai pas besoin de leur argent. Je suis un génie dans ce domaine. Il ne m'a pas remercié pour mon soutien. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée, que j'avais passé à gérer la restauration de plusieurs millions de dollars d'une bibliothèque publique. Il m'a simplement regardé avec un mélange de pitié et de condescendance. Peut-être qu'un jour, si tu apprends à mieux t'habiller et à parler avec plus d'autorité, tu pourras travailler sur un projet comme celui-ci, a-t-il dit en me tapotant la joue. D'ici là, continue de réparer tes petits centres communautaires. J'ai avalé la vérité. Je l'ai laissé savourer sa victoire. Je me suis dit que les hommes ont besoin de se sentir utiles, que son ego était fragile et avait besoin d'être ménagé. Je m'étais fait une promesse le jour de notre mariage. Je donnerais à ce mariage 1 an, 365 jours de mon meilleur effort absolu. S'il ne pouvait pas devenir un homme pendant ce temps, je partirais la conscience tranquille. Mais les Vanderbilt n'en avaient pas fini avec nous. Ou plutôt, ils n'en avaient pas fini avec moi. Environ 3 mois après le début du mariage, les appels téléphoniques ont commencé. Ce n'était jamais Richard ou les frères de Julien. C'était toujours Béatrix ou Claire. Ils n'appelaient pas pour nous inviter à dîner. Ils appelaient parce qu'ils avaient trouvé une utilité à les rentes que leur fils avait ramenées à la maison. Kira, a dit Béatrix un vendredi après-midi. Sa voix aussi tranchante qu'un diamant. Nous organisons le gala de charité du sénateur demain soir. L'organisateur de l'événement a fait un gâchis des arrangements floraux. Puisque tu es si doué pour le travail manuel, viens et arrange-les. Sois ici à 14 heures. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Quand je suis arrivé, ils ne m'ont pas traité comme une invitée. J'ai été dirigé vers l'entrée de service. Pendant 6 heures, j'ai taillé des tiges et arrangé des hortensias pendant que Claire se tenait à proximité, buvant des mimosas et critiquant ma technique. Tu devrais être reconnaissante, a dit Claire, me regardant lutter avec un grand vase. Maman te laisse être vue à un événement Vanderbilt. La plupart des filles du caniveau tueraient pour ce genre d'exposition. Et c'est juste de ne pas sentir la sueur quand les invités arriveront. Quand la fête a commencé, j'ai été autorisé à rester, mais seulement en arrière-plan. Je me tenais près des portes de la cuisine, portant une simple robe noire, ayant l'air d'un membre du personnel de restauration. Julien est arrivé en retard. Il est passé juste devant moi pour saluer le sénateur. Quand il m'a finalement reconnu, il a chuchoté, essaie d'être invisible, Kira. Ne me mets pas dans l'embarras. J'ai enduré. J'ai enduré les remarques désobligeantes, la servitude, l'effacement de mon identité. J'ai enduré parce que je comptais les jours. J'en étais au 8e mois. Plus que 4 mois. Puis est venue la fracture qui ne pouvait pas être réparée. C'était un mardi de novembre. Julien m'a dit qu'il avait une réunion cruciale avec un investisseur potentiel pour un projet de gratte-ciel. Il a passé 1 heure à se préparer, portant son meilleur costume et se parfumant d'une eau de Cologne qui coûtait plus que notre budget d'épicerie hebdomadaire. C'est gros, Kira, a-t-il dit, évitant mon regard tout en ajustant sa cravate dans le miroir. Si je décroche ça, nous sommes parés. Ne m'attends pas. Ça pourrait finir tard. Quelque chose dans son ton a déclenché une alarme dans mon esprit. C'était trop désinvolte, trop répété. Je ne l'ai pas attendu. À la place, j'ai passé un appel.
Un des gardes du corps de mon père, un homme qui veillait sur moi depuis mes 10 ans, a suivi la voiture de Julian. Elle ne s'est pas rendue à un immeuble de bureau ou à un club d'affaires. Elle est allée au Bernardin, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. J'ai reçu une photo sur mon téléphone 1 heure plus tard. Elle a été prise à une distance discrète. Julian était assis à une table éclairée aux chandelles. En face de lui ne se trouvait pas un investisseur masculin. C'était Victoria Ellington. C'était la fille d'un magnate du pétrole texan, une femme aux cheveux blonds, au rire bruyant et au compte en banque qui faisait saliver Béatrix Vanderbilt depuis des années. Sur la photo, Julian se penchait sur la table, tenant la main de Victoria. Il riait, de ce rire franc et sans fardeau qu'il m'avait offert autrefois. Quand il est rentré à 2 heures du matin, il sentait le parfum cher et le vin. « Comment s'est passée la réunion ?» ai-je demandé depuis l'obscurité de la chambre. « Épuisante » a-t-il soupiré en desserrant sa cravate, mais productive. « Les partenaires sont coriaces, mais je pense que je les ai charmés. »« Les partenaires » ai-je répété. « Oui. »« Un groupe de promoteurs de Dallas » a-t-il menti sans effort, grimpant dans le lit et me tournant le dos. « Des vieux messieurs ennuyeux. »« Bonne nuit, Kira. » Allongé dans le noir, écoutant la respiration de l'homme qui avait promis de construire un monde avec moi, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. L'horloge d'un an tournait toujours, mais le mécanisme venait de se briser. Il n'avait pas seulement échoué au test de la pauvreté. Il avait échoué au test de la loyauté. Il n'était pas seulement un prince de papier, il était un faux. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. J'ai commencé à rédiger un document juridique dans ma tête. Le temps de l'endurance était terminé. Le temps de la liquidation avait commencé. L'odeur de l'argent ancien est généralement un mélange de cire d'abeille, de lavande et d'arrogance. Mais cet hiver-là, l'air à l'intérieur du domaine Vanderbilt sentait différemment. Il sentait le soufre et la panique. La rumeur qui courait, et que le réseau de renseignement de mon père avait confirmé des semaines auparavant, était que Richard Vanderbilt avait misé la ferme familiale sur un projet fantôme. C'était un projet de complexe hôtelier de luxe dans les Caraïbes appelé la Côte d'Azur. Il promettait des rendements de 300%. Mais en réalité, ce n'était rien de plus que quelques rendus numériques et un lopin de terre marécageuse appartenant à un escroc qui attendait actuellement son procès à Zurich. Les Vanderbilt saignaient. Ils avaient besoin d'un garrot, et ils en avaient besoin hier. J'étais chez eux un jeudi, convoqué par Béatrix pour aider à cataloguer leur cave à vin en vue d'une éventuelle vente aux enchères. C'était une tâche humiliante conçue pour me rappeler que ma place était parmi les bouteilles poussiéreuses et les domestiques, pas à la table du dîner. J'essuyais une bouteille de Bordeaux 1982 quand j'ai entendu des voix fortes venant de la bibliothèque à l'étage. Les conduits de ventilation de ces vieilles maisons étaient essentiellement des tunnels acoustiques, et la grille de la bibliothèque s'ouvrait directement au-dessus des casiers à vin. J'ai arrêté d'essuyer. Je suis resté immobile dans l'obscurité fraîche et j'ai écouté. Nous n'avons plus que $200 000 d'actifs liquides, Julian. C'était Béatrix. Sa voix n'était pas le ton composé et glacial qu'elle utilisait en public. Elle était stridente, à la limite de l'hystérie. Les banques réclament les prêts sur les propriétés de Manhattan. Si nous n'obtenons pas de capital d'ici la fin du mois, nous perdons cette maison. Nous perdons tout. Comprends-tu? Tu travailleras dans une station-service. Je sais, mère. Je sais. La voix de Julian était éraillée. Mais que veux-tu que je fasse? J'essaie d'obtenir plus de contrats. Des contrats? Harry Béatrix. Un son sec et aboyant. Tu penses que rénover quelques salles de bain va couvrir une dette de 50 millions de dollars? Réveille-toi, imbécile. Il n'y a qu'une seule issue. Victoria Ellington. Mon souffle s'est coupé. J'ai serré la bouteille de vin si fort que mes doigts sont devenus blancs. Victoria est prête à t'épouser, a continué Béatrix, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Son père a accepté d'injecter du capital dans Vanderbilt Holdings comme cadeau de mariage. C'est une fusion, Julian. Une fusion qui te sauve la vie. Mais je suis marié, a dit Julian. Mais il ne l'a pas dit avec conviction. Il l'a dit comme un enfant soulignant un inconvénient mineur, comme la pluie un jour de pique-nique. À une personne sans importance, a sèchement répondu Béatrix. Une orpheline sans nom et sans argent. Tu as fait une erreur. Nous faisons tous des erreurs. Tu la corriges. Tu demandes le divorce.
Tu lui dis que ça ne marche pas. Tu lui dis tout ce que tu as besoin de lui dire pour la faire sortir de cet appartement et de nos vies. Victoria attend. J'ai attendu. J'ai attendu que Julien crie. J'ai attendu qu'il dise qu'il m'aimait. J'ai attendu qu'il dise que les vœux signifiaient quelque chose, que l'argent ne valait pas son âme. Je suis resté dans cette cave pendant ce qui a semblé une éternité, priant un Dieu auquel je ne croyais pas, que l'homme que j'avais choisi soit décent. Puis Julien a parlé, et ses paroles n'étaient pas une défense. Elles étaient une exécution. Tu n'as pas à t'inquiéter, mère, a-t-il dit, sa voix douce, dépouillée de toute l'anxiété qu'il m'avait montrée pendant des mois. Je ne l'ai jamais considérée comme ma vraie femme de toute façon. Je m'ennuyais. Je me rebellais. Elle n'était qu'un arrêt temporaire. Une gare où je me suis reposé avant de monter dans le vrai train. Je vais m'en occuper. Quelque chose en moi est mort à ce moment-là. Ce n'était pas une mort violente. C'était silencieux. C'était la dernière lueur de la fille qui croyait que l'amour pouvait vaincre la classe. La Kira qui pensait pouvoir réparer un homme brisé avec de la patience et du soutien s'est évaporée dans l'air froid de la cave à vin. Je n'ai pas pleuré. Pleurer implique une perte, et j'ai réalisé que je n'avais rien perdu. Julien n'était pas une perte. C'était une tumeur que je devais exciser. J'ai replacé la bouteille de Bordeaux sur le casier avec des mains fermes. J'ai pris mon manteau et je suis sorti par l'entrée de service. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai descendu la longue allée, le gravier crissant sous mes bottes jusqu'à ce que je sois bien hors de vue du manoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 2 ans. Il a sonné une fois. Mademoiselle Sterling. La voix à l'autre bout était nette, professionnelle. C'était Marcus, le chef de cabinet de mon père. Bonjour, Marcus, ai-je dit. Ma voix était calme, effroyablement calme. Je crains d'avoir une mise à jour pour le dossier. Allez-y, madame. Mon père avait raison, ai-je dit en regardant la silhouette menaçante de la maison Vanderbilt contre le ciel gris. J'avais tort. L'expérience a échoué. Il est temps d'activer le processus de rappel. Compris, a répondu instantanément Marcus. Il n'y avait pas de jugement, seulement de l'efficacité. Concernant les canaux de soutien anonymes pour l'entreprise de Monsieur Vanderbilt. Coupez-les, ai-je ordonné. Tous. Retirez le financement des sociétés écrans. Annulez les sous-contrats. Assurez-vous que chaque banque de la ville sache que son crédit est toxique. Je veux que le sol disparaisse sous ses pieds. Ce sera fait. Et pour vous, madame, avez-vous besoin d'une extraction? Non, ai-je dit. Pas encore. J'ai un dernier engagement à honorer. Je m'occuperai des formalités juridiques de mon côté. Je suis retourné à notre appartement. Quand Julien est rentré ce soir-là, il était une personne différente. Il essayait clairement de préparer le terrain pour le divorce qu'il avait promis à sa mère. Il a claqué la porte. Il a regardé le dîner que j'avais préparé, un simple poulet rôti, et a retroussé sa lèvre. Encore du poulet, a-t-il ricané, jetant ses clés sur la table. Mon Dieu, tu es si basique, Kira. Pas d'imagination, pas d'ambition. C'est déprimant de rentrer à la maison et de voir ça. Il voulait que je craque. Il voulait une dispute. Il voulait que je lui crie dessus pour qu'il puisse jouer la victime. Pour qu'il puisse se dire que j'étais la personne déraisonnable. Qu'il me quittait parce que nous étions incompatibles. Pas parce qu'il se vendait pour un renflouement. Je l'ai regardé, assis là dans son costume bon marché, bombant le torse comme un coq. J'ai vu la faiblesse dans sa mâchoire. J'ai vu la peur derrière son agression. Je suis désolé que tu ressentes ça, Julien, ai-je dit doucement, prenant mon livre. J'essaierai d'être plus excitante. Il avait l'air confus. Mon manque de réaction l'a déstabilisé. Il a grogné et s'est précipité dans la chambre en claquant la porte. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à rédiger les papiers du divorce. J'ai tout listé. Je renonçais à mon droit sur ces biens, qui étaient de toute façon négatifs, et je n'exigeais rien d'autre qu'une rupture nette. Il aurait été facile de les imprimer, de les signer et de les laisser sur l'oreiller, mais ce serait trop gentil. Ce serait une fin privée à une humiliation publique. Julien et sa famille avaient passé 1 an à essayer de me faire sentir petite. Ils m'avaient traité comme un accessoire, une servante,
une erreur. Il voulait se débarrasser de moi dans le noir pour pouvoir entrer dans la lumière avec Victoria. Non. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne lui accorderai pas le divorce ce soir. Il y avait un gala à venir, le lancement de l'Horizon, le nouveau méga projet de mon père. Les Vanderbilt étaient désespérés d'y assister. Ils devaient être là pour courtiser les investisseurs. Julien aurait besoin d'une femme à son bras pour maintenir les apparences une dernière fois avant de se débarrasser de moi. Je lui donnerai sa liberté, mais je choisirai le moment et je choisirai le public. J'attendrai que les lumières soient les plus vives, que les enjeux soient les plus élevés. Je le laisserai penser qu'il était en train de gagner, juste jusqu'au moment où le sol s'ouvrirait. Juste un arrêt temporaire, ai-je chuchoté dans la pièce vide, répétant ces mots. J'ai souri. Le train était sur le point de dérailler, et il n'avait aucune idée qu'il était attaché au rail. La bouée de sauvetage que la famille Vanderbilt priait d'obtenir est arrivée un mardi matin frais sous la forme d'un communiqué de presse qui a ébranlé les fondations financières de la ville de New York. Le Sterling Group, le conglomérat de mon père, a officiellement annoncé l'Horizon, un projet de développement à usage mixte évalué à plus de 4 milliards de dollars. C'était ambitieux, futuriste, et exactement le genre d'entreprise monumentale qui pourrait sauver un navire en perdition comme Vanderbilt Holdings. Si Richard Vanderbilt parvenait à obtenir ne serait-ce qu'une fraction des sous-contrats pour le réseau électrique ou les travaux de fondation, les dettes de sa famille seraient effacées et leur réputation restaurée. L'air dans la maison Vanderbilt est passé d'une peur féroce à une énergie maniaque. Les téléphones sonnaient sans cesse. Richard criait des ordres à ses secrétaires. Béatrix arpentait le salon, calculant les bénéfices potentiels. Mais l'objet le plus important de la maison était l'invitation qui avait été remise en main propre par un coursier. C'était une épaisse enveloppe de couleur crème avec des lettres dorées invitant Aimé Madame Julien Vanderbilt au gala de lancement exclusif de l'Horizon. Cette petite conjonction, et Madame, était la seule raison pour laquelle je me trouvais actuellement dans le dressing de Béatrix, inspecté comme une bête de foire. Tu ne peux pas porter tes propres vêtements, a déclaré Béatrix en plissant le nez et en désignant un tas de tissus sur la chaise longue. Nous essayons d'impressionner l'élite mondiale, Kira. Nous ne pouvons pas te laisser avoir l'air de sortir d'une bibliothèque publique. Elle a pris une robe et me l'a jetée. Elle a atterri avec un bruit sourd contre ma poitrine. C'était un vêtement qui avait clairement appartenu à Claire il y a une décennie, ou peut-être à Béatrix elle-même dans un moment de terrible jugement. C'était un cauchemar en taffetas d'une nuance boueuse de vert olive, avec des manches bouffantes qui étaient passées de mode avant ma naissance et un décolleté à la fois trop haut et étrangement étouffant. Porte ça, a ordonné Béatrix. C'est vintage. C'est élégant. Et écoute-moi très attentivement. Elle s'est avancée, ses yeux se plissant en fente. Ce soir, c'est pour les affaires. C'est pour la survie de cette famille. Tu es là pour une seule raison, remplir le protocole de l'invitation. Tu ne dois parler à personne à moins qu'on ne t'adresse la parole. Tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas exprimer d'opinion. Tu dois te tenir dans un coin comme un pilier décoratif et te fondre dans le papier peint. Ne laisse personne savoir que tu es ma belle-fille. Si quelqu'un demande, souris simplement et hoche la tête. Comprends-tu? Je tenais la robe hideuse dans mes mains. Le tissu était rêche et bon marché malgré son prix d'origine probablement exorbitant. Il y a un an, cela m'aurait anéanti. J'aurais ressenti la piqûre de sa honte. Maintenant, je ne ressentais qu'un amusement froid et calculateur. Cette robe n'était pas une humiliation. C'était un costume. C'était le camouflage parfait pour une espionne. Je comprends, Béatrix, ai-je dit calmement. Je serai invisible. Bien, a-t-elle sèchement répondu. Maintenant, va te changer. La voiture part dans 20 minutes. Ne nous fais pas attendre. Le lieu du gala était le grand hall de la nouvelle Sterling Tower, un gratte-ciel que mon père avait construit pour dominer l'horizon. En entrant dans le hall, l'ampleur de la richesse exposée était étouffante. L'air sentait le champagne cher et l'ambition. Des hommes en smoking coûtant plus cher qu'une voiture se tenaient en groupe, se jaugeant avec méfiance, tandis que des femmes en haute couture glissaient sur les sols en marbre comme des cygnes. Julien était un paquet de nerfs. Il n'arrêtait pas d'ajuster ses boutons de manchette et de vérifier son téléphone. Il marchait un demi-pas devant moi comme s'il essayait de se distancier physiquement de la femme en taffetas vert olive. Tu te souviens de ce que ma mère a dit, a-t-il sifflé par-dessus son épaule alors que nous approchions de la salle de bal principale. Garde la bouche fermée. Je dois trouver les investisseurs.
Je dois trouver Victoria. Dès que nous avons passé le contrôle de sécurité, où les gardes ont scanné nos invitations avec une efficacité solennelle, Julien a complètement abandonné la façade d'être un mari. Il a attrapé un verre de champagne d'un serveur qui passait, me l'a mis dans la main et a balayé la pièce du regard. Reste ici, a-t-il ordonné, me parquant près de l'entrée de la cuisine, à côté d'un grand palmier en pot. Je vois Victoria près de la terrasse. Je dois aller lui dire bonjour. Ne bouge pas, il n'a pas attendu de réponse. Il a lissé sa veste et s'est éloigné d'un pas assuré. Un sourire s'est instantanément plaqué sur son visage alors qu'il s'approchait d'une grande femme blonde dans une robe rouge scintillante. Victoria Ellington avait tout l'air de la fille d'un milliardaire. Elle était radieuse, confiante, et quand Julien l'a rejointe, elle a posé une main possessive sur son bras. Ils ressemblaient à un couple puissant. Ils avaient l'air de faire la couverture d'un magazine. Je suis resté seul près du palmier, sirotant le champagne. C'était un millésime. J'ai reconnu le préféré de mon père. J'ai pris une lente inspiration et j'ai laissé mes yeux s'adapter à la pièce. De mon point de vue dans l'ombre, je pouvais tout voir. J'ai vu le désespoir dans les yeux de Richard Vanderbilt alors qu'il essayait de coincer un sénateur près du bar. J'ai vu Claire rire trop fort à une blague faite par un cadre de banque qu'elle essayait de séduire. Et puis la pièce a changé. Les lumières se sont légèrement tamisées et un silence est tombé sur la foule. Un projecteur a frappé la scène principale à l'extrémité de la salle de bal. Un homme est sorti. Elias Sterling. Mon père avait exactement l'air que je lui connaissais de notre dernière rencontre secrète, peut-être un peu plus grisonnant aux tempes, mais sa posture était aussi rigide qu'une poutre d'acier. Il portait un smoking noir qui lui allait comme une seconde peau. Il n'a pas salué. Il n'a pas souri. Il s'est simplement dirigé vers le podium et a posé ses mains sur le bois poli. Le silence dans la pièce était absolu. C'était l'homme qui tenait le destin de chacun dans cette pièce dans la paume de sa main. « Bienvenue », a-t-il dit, sa voix profonde et résonnante, amplifiée par le système de sonorisation de pointe. Ce soir, nous regardons l'horizon, non pas comme une limite, mais comme un défi. Je le regardais avec un sentiment de fierté grandissant. C'était l'homme qui m'avait appris que pleurer ne règle rien. C'était l'homme qui m'avait tiré des cendres. Il a balayé la foule du regard pendant qu'il parlait, son regard passant sur les centaines de visages qui le regardaient avec adoration et cupidité. Il ne m'a pas encore vu. J'étais trop loin, caché dans la pénombre et la vilaine robe verte. La famille Vanderbilt vibrait pratiquement. J'ai vu Richard et Béatrix se frayer un chemin vers l'avant, ignorant l'étiquette polie. Ils essayaient de se rapprocher de la scène, de se positionner de manière à ce que, lorsqu'Elias descendrait, ils soient les premières mains qu'il serrait. Ils ont été arrêtés par un mur de garde de sécurité aux larges épaules. J'ai regardé Richard se disputer avec le chef de la sécurité. Je pouvais lire sur ses lèvres de l'autre côté de la pièce. Savez-vous qui je suis? Nous sommes partenaires sur ce projet. Le garde n'a pas bougé. Il a simplement secoué la tête. J'ai regardé Julien et Victoria rejoindre ses parents. Julien montrait la scène, chuchotant quelque chose à l'oreille de Victoria, l'air important. Il vendait le fantasme. Il lui disait probablement que l'affaire était déjà conclue, qu'Elias Sterling et lui s'appelaient par leur prénom. J'ai pris une autre gorgée de champagne. L'ironie était délicieuse. Il se battait pour se rapprocher du roi, désespéré d'obtenir une miette de sa faveur, complètement inconscient que la fille du roi se tenait à 9 mètres d'eux, portant une robe qu'ils avaient tirée d'un tas de rejets. Il se vantait auprès de quiconque voulait bien les écouter. J'ai entendu la voix stridente de Béatrix se propager au-dessus du faible bourdonnement de la foule alors que le discours se terminait et que les applaudissements tonnaient. « Oh oui », disait Béatrix à une rivale mondaine, « nous sommes très proches de la signature. Elias et Richard sont en pourparlers depuis des mois. L'horizon est pratiquement une coentreprise. C'est pourquoi nous sommes ici, bien sûr. Invité VIP. » Vraiment, a demandé la mondaine, l'air sceptique. Absolument, a renchéri Claire, rejetant ses cheveux en arrière. Nous attendons l'annonce formelle d'un jour à l'autre. Julien va diriger la division résidentielle. J'ai posé mon verre vide sur un plateau qui passait. Le piège était tendu. Ils étaient tombés en plein milieu de la cage, et ils fermaient la porte même avec chaque mensonge qu'ils racontaient. La pièce était chaude, remplie de la chaleur corporelle d'un millier d'ambitieux grimpeurs. Mais je me sentais fraîche. Je me sentais prête.
J'ai lissé les jupes du taffetas vert olive. Il était temps de cesser d'être un pilier décoratif. Il était temps de sortir du coin. L'atmosphère dans le grand hall était assez épaisse pour vous étouffer. C'était un cocktail de parfums chers, d'ambition rance et de l'énergie nerveuse d'un millier de personnes prétendant passer le meilleur moment de leur vie. Je m'étais éloigné du palmier en pot, juste de quelques pas, assez pour faire partie de la circulation, mais toujours en périphérie. Je tenais un verre de vin rouge frais à la main, non pas pour boire, mais pour avoir quelque chose à faire de mes doigts. C'était un bouclier, ou du moins c'est ce que je pensais. Claire Vanderbilt tournait dans la pièce comme un requin dans une robe en mousseline. Je l'avais observée du coin de l'œil pendant les 20 dernières minutes. Elle s'ennuyait. Les investisseurs ne lui accordaient pas assez d'attention, et le champagne n'était pas assez fort pour émousser son besoin inhérent de drame. Ses yeux se sont posés sur moi. J'ai vu l'étincelle de malice s'allumer instantanément. Pour elle, j'étais une cible facile, une tache dans une robe vert olive qu'il fallait nettoyer. Elle a commencé à se diriger vers moi. Elle ne marchait pas en ligne droite. Elle serpentait à travers la foule, riant avec un groupe de banquiers ici, hochant la tête à une mondaine là, mais sa trajectoire était calculée. Elle a attendu que Victoria Ellington se tienne juste en face de moi. Le dos tourné vers moi, riant de quelque chose que Julian disait. Victoria était radieuse dans sa robe rouge, un phare de richesse et de succès, le parfait faire-valoir de ma terne existence. Claire a accéléré en passant derrière moi. Elle ne m'a pas seulement bousculé. Elle m'a heurté avec son épaule. Une poussée sèche et violente déguisée en trébuchement. Oups, a-t-elle piaillé, sa voix haute et fausse. La force de l'impact m'a fait trébucher en avant. J'ai essayé de retrouver mon équilibre, mais les talons de mes chaussures se sont pris dans le tapis épais, ma main a tressailli par réflexe. Le verre de Cabernet Sauvignon s'est envolé de ma main. Le temps a semblé ralentir. J'ai regardé le liquide rouge foncé décrire un arc dans les airs. Une vague de désastre suspendue avant de s'écraser contre le dos de la robe chère de Victoria. Le verre s'est brisé sur le sol en marbre avec un son qui a tranché le bavardage ambiant comme un coup de feu. L'éclaboussure a été catastrophique. Le vin a instantanément imbibé la soie, transformant le tissu rouge chatoyant en un désordre sombre et sanglant. Victoria a haleté, un son de pur choc, et s'est retournée. Le liquide froid coulait dans son dos. La musique ne s'est pas arrêtée, mais la conversation dans notre voisinage immédiat s'est tue instantanément. Un cercle de silence s'est étendu autour de nous, attirant tous les regards de la pièce. « Oh mon Dieu !» a crié Claire, bien plus fort que nécessaire, portant ses mains à son visage dans une performance digne de Broadway. « Kira, qu'as-tu fait ?» Je suis resté figé, les mains toujours tendues, l'air vide où le verre avait été me narguant maintenant. Avant que je puisse prononcer un seul mot d'explication, avant que je puisse dire que j'avais été poussé, Béatrix Vanderbilt était sur moi. Elle s'est déplacée avec la vitesse d'une vipère frappant sa proie. Elle n'a pas regardé la tâche. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a vu une opportunité. Elle a vu une scène. Béatrix s'est avancée au centre du cercle et m'a giflé. Ce n'était pas un coup violent. C'était une gifle sèche et cinglante sur ma joue gauche, administrée avec juste assez de force pour produire un son qui a résonné dans l'espace silencieux. La douleur physique était négligeable, mais la violence sociale était absolue. C'était une marque de possession, une déclaration publique que j'étais quelque chose à discipliner, pas quelqu'un à respecter. Espèce d'imbécile maladroite et vulgaire, a hurlé Béatrix, sa voix tremblant d'une rage fabriquée. Je t'avais dit que tu n'avais pas ta place ici. Regarde ce que tu as fait à la pauvre Victoria. Regarde ce gâchis. Mes joues me piquaient. La chaleur montait à la surface de ma peau. J'ai regardé autour de moi. Des centaines de visages me fixaient. Certains étaient amusés. Certains étaient horrifiés, mais la plupart me regardaient avec la curiosité détachée de personnes assistant à un accident de voiture. J'étais le divertissement. J'ai été poussé, ai-je dit, ma voix ferme mais calme. N'ose pas me mentir, m'a interrompu Béatrix, s'approchant, son doigt pointé dans les airs à quelques centimètres de mon visage. Je t'ai vu. Tu titubais comme une ivrogne. C'est ce qui arrive quand on sort quelqu'un du caniveau et qu'on essaie de le mettre dans un palais. Il ne fait que salir les sols. La foule a murmuré. J'ai entendu les mots, caniveau, et, ivrogne, se propager parmi les spectateurs. Puis Julian s'est frayé un chemin à travers la foule. Il avait l'air frénétique.
il a regardé Victoria, qui tamponnait maintenant sa robe avec une serviette, au bord des larmes. Il a regardé sa mère, à bout de souffle d'indignation. Et puis il m'a regardé. C'était le moment, le test final. Un mari demanderait à sa femme si elle était blessée. Un partenaire se placerait entre elle et la foule. Julian est passé devant moi comme si j'étais invisible. Il est allé directement voir Victoria. « Victoria, je suis tellement désolé », a-t-il supplié, ses mains planant au-dessus de sa robe ruinée, désespéré de réparer l'irréparable. « Ça va ? Nous paierons pour la robe. Nous vous en trouverons une nouvelle immédiatement. S'il vous plaît, pardonnez-nous. » « Elle est ruinée, Julian », a gémi Victoria, me lançant un regard de pur dégoût. C'est collant. Julian s'est retourné pour me faire face. Son visage était tordu en un masque de pure haine. La veine de son front était saillante. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il hurlé. Il se fichait que nous soyons en public. Il se fichait que les personnes les plus puissantes de New York regardent. Il se souciait seulement que son ticket pour la banque soit taché de vin. Ne peux-tu pas faire une seule chose simple? Ne peux-tu pas simplement rester là sans détruire tout ce pourquoi je travaille? Pourquoi dois-tu toujours me mettre dans l'embarras? Julian, ta sœur m'a poussé, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Arrête de blâmer tout le monde pour ton incompétence, a-t-il rugi. Tu es un fardeau, Kira. Tu es une pierre à mon cou depuis le jour où je t'ai rencontré. Béatrix s'est avancée à côté de lui, présentant un front uni d'indignation Vanderbilt. Elle a lissé sa robe et m'a regardé de haut, les yeux brillants de triomphe. Elle avait enfin l'excuse dont elle avait besoin. Tu es une honte, a sifflé Béatrix assez fort pour que la dernière rangée l'entende. Tu n'es qu'une orpheline parasite qui s'est frayé un chemin dans une famille qui est à des lieues de sa condition. Tu penses que tu peux te tenir à nos côtés? Tu penses que tu es l'une des nôtres? Tu n'es rien. Tu es une ouvrière qui joue à se déguiser. Elle a pointé un doigt manucuré vers la sortie. Sors. Sors de ma vue avant que je ne te fasse traîner dehors par la sécurité. Comme les ordures que tu es. Je suis resté là, le vin de l'éclaboussure tachant l'ourlet de ma vilaine robe verte. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la honte. Ce n'était pas de la peur. C'était la sensation d'un poids lourd qui se détache enfin d'une chaîne. Le dernier fil d'obligation que je ressentais envers cet homme et sa famille s'est dissous. Julian m'a regardé, la poitrine haletante. Il voulait me faire du mal. Il voulait se distancier si complètement que Victoria le verrait comme la victime d'un mauvais mariage, pas comme un partenaire. « Tu as entendu ma mère » a dit Julian, sa voix baissant à un ton froid et venimeux. « Rentre à la maison, Kira. Fais tes valises. Nous parlerons demain. Mais ne t'attends pas à rester dans mon appartement. Je demande le divorce demain matin. J'en ai fini. J'ai assez toléré ton inadéquation. » Le mot « divorce » flottait dans l'air. La foule semblait se pencher. C'était mieux que les discours. C'était la destruction en direct d'un mariage. J'ai regardé Julian. J'ai regardé la sueur sur sa lèvre supérieure. J'ai regardé la peur dans ses yeux, la peur de la pauvreté, la peur de l'insignifiance. Puis j'ai regardé Béatrix, qui souriait en coin, et Claire, qui cachait un rire derrière sa flûte de champagne. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai sorti un mouchoir de mon sac à main. Lentement, méthodiquement, j'ai essuyé une tache de vin sur ma main. J'ai plié le mouchoir et je l'ai remis. J'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai levé le menton. La fille de l'orphelinat avait disparu. L'architecte qui grattait de la peinture avait disparu. À sa place se tenait la fille d'Elias Sterling. Et elle en avait fini de jouer. J'ai regardé Julian et pour la première fois j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. C'était le sourire d'un juge rendant un verdict. Très bien, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence de la pièce, elle a porté comme une cloche. Je vais partir. Je vais te donner exactement ce que tu veux, Julian. Mais je veux que tu te souviennes de ce moment. Je veux que tu fiches cette image dans ton esprit. J'ai balayé du regard Béatrix et Claire. Souvenez-vous du son de vos voix en ce moment, ai-je continué. Souvenez-vous à quel point vous vous êtes senti puissant. Parce qu'à partir de cette seconde,
c'est le plus haut que vous atteindrez jamais. Profitez de la vue depuis le sommet, Vanderbilt. La chute est longue. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas précipité. J'ai commencé à marcher vers la sortie avec une cadence lente et délibérée. Je sentais leurs yeux me transpercer le dos, me congédiant, pensant que je marchais vers la nuit froide de la défaite. Ils n'avaient aucune idée que je ne faisais que dégager la zone d'explosion. Je me suis détourné de la famille Vanderbilt, avec l'intention de parcourir la centaine de mètres jusqu'aux lourdes portes doubles qui menaient à la sortie. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Un rythme frénétique qui défiait le masque calme que j'avais plaqué sur mon visage. J'avais fait 3 pas, juste 3, quand un son a percé le murmure de la foule comme un coup de fouet. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une plainte. C'était un tapotement sec et rythmé. Toc toc. Ça venait de la scène principale. Quelqu'un avait tapé du doigt sur le micro allumé. Le système de sonorisation, réglé à la perfection par les meilleurs ingénieurs du son de la ville, a amplifié ce petit bruit jusqu'à ce qu'il ressemble au battement de cœur d'un géant. Instantanément, la pièce est tombée dans le silence. Le genre de silence qui précède généralement une catastrophe naturelle. Le bavardage ambiant, le cliquetis de l'argenterie, les rires polis, tout s'est évaporé. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné immédiatement. J'ai senti un changement dans la pression de l'air de la pièce, un changement de gravité. Puis j'ai entendu des pas. Ils étaient lents, délibérés et lourds. Ce n'étaient pas les pas pressés d'un régisseur venant régler un problème technique. C'étaient les pas d'un homme qui possédait le sol sur lequel il marchait. J'ai tourné la tête lentement. Elias Sterling descendait du haut podium. Il n'a pas utilisé les escaliers latéraux. Il est descendu par l'avant, contournant les investisseurs VIP qui attendaient avec impatience de lui serrer la main. Il n'a pas regardé le conseil d'administration. Il n'a pas regardé la fosse des journalistes où les appareils photo crépitaient aveuglément. Il regardait droit devant lui. Il regardait le chaos près de l'entrée de la cuisine. Il me regardait. La foule, une mère des personnalités les plus puissantes et arrogantes de New York, s'est écartée. C'était une réaction instinctive, comme des animaux sentant un prédateur. Une large allée s'est formée spontanément, dégageant un chemin direct de la scène à l'endroit où je me tenais, à côté du vin renversé et des Vanderbilt qui se lamentaient. Mon père marchait avec un calme terrifiant. Son visage était illisible, un masque de pierre qui avait terrorisé Wall Street pendant 40 ans. Il a traversé la salle de bal, et le silence s'est étiré, menaçant de se rompre. Alors qu'il approchait de notre cercle, les Vanderbilt se sont visiblement éclaircis. Je pouvais voir les rouages tourner dans l'esprit de Béatrix. Elle pensait qu'il venait pour régler le désordre. Elle pensait qu'il venait pour s'excuser auprès de Victoria Ellington, l'héritière milliardaire dont la robe était ruinée. Elle pensait, dans son illusion infinie, qu'Elias Sterling venait pour valider son autorité. Béatrix s'est avancée, lissant sa robe, un sourire sycophante plaqué sur son visage. Elle a pratiquement fait la révérence. « Monsieur Sterling » a-t-elle roucoulé, sa voix montant dans les aigus de nervosité et d'excitation. « Je suis terriblement désolé que vous ayez dû assister à cela. C'est juste un incident domestique mineur. Cette fille maladroite n'est qu'une erreur de mon fils. » Un bref et malheureux écart de jugement qui est corrigé immédiatement. Nous étions justement en train de l'escorter dehors pour qu'elle ne dérange plus vos invités. Julian a redressé sa cravate, bombant le torse, prêt à jouer le rôle de l'homme responsable qui gère une crise. Il s'est avancé à côté de sa mère, hochant la tête solennellement. « Nous nous en sommes occupés, monsieur » a dit Julian, projetant sa voix pour paraître autoritaire. « Nous protégeons l'intégrité de votre événement. Elle part maintenant. » Elias Sterling n'a pas ralenti le pas. Il n'a pas regardé Béatrix. Il n'a pas regardé Julian. Il n'a même pas jeté un regard à Victoria, qui se tenait là, grelottante dans sa robe imbibée de vin, attendant que le grand homme reconnaisse son existence. C'était comme s'ils étaient des fantômes. C'était comme s'ils étaient en verre. Elias est passé juste à côté de Julian, si près que le vent de son mouvement a ébouriffé les cheveux parfaitement coiffés de Julian. Il est passé à côté de Béatrix, la laissant la bouche ouverte au milieu d'une phrase, la main tendue pour une poignée de main qui ne viendrait jamais. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement des bouches d'aération du plafond.
Je pouvais entendre la respiration superficielle et terrifiée de Claire qui se tenait derrière moi. Je l'ai regardé. Mon père, l'homme qui m'avait trouvé en train de jouer avec de la colle et des bâtons dans un orphelinat, m'avait dit que je pouvais construire le monde. Il a regardé la robe en taffetas vert olive, le tissu bon marché que Béatrix m'avait forcé à porter. Il a regardé la tache de vin rouge sur l'ourlet. Il a regardé mon visage, que je me battais pour garder composé. Je frissonnais. L'adrénaline s'estompait, me laissant froide, et l'air dans la salle était glacial. Sans dire un mot, Elias a tendu la main et a déboutonné sa veste de smoking. C'était un vêtement de laine bleu nuit, taillé à Milan, qui valait plus que la voiture que Julian conduisait. Il l'a enlevé de ses épaules d'un mouvement élégant et fluide. Il s'est avancé et a drapé le manteau lourd et chaud sur mes épaules. Son odeur bois de cèdre, vieux papier et tabac cher m'a instantanément enveloppé. C'était l'odeur de la sécurité. C'était l'odeur du manoir de fer. La chaleur s'est infiltrée dans mes os, arrêtant les tremblements de mes bras. Il a ajusté les revers, ses mains douces, rentrant le manteau autour de moi comme si j'avais encore 10 ans et que nous étions dans la neige. Il m'a regardé dans les yeux et pour la première fois de la soirée, le masque de pierre s'est fissuré. Ses yeux étaient doux. Ils contenaient une tristesse profonde et infinie pour ce que j'avais enduré et une rage froide et brûlante pour ceux qui en étaient la cause. Il ne s'est pas tourné pour faire face à la salle. Il m'a parlé, mais il a modulé sa voix de sorte que le baryton profond a roulé à travers la salle de bal silencieuse, atteignant chaque coin, chaque oreille, chaque témoin stupéfait. « Kira, ma fille » a-t-il dit. Le mot a frappé la pièce comme un coup physique. « Fille ». J'ai entendu un hoquet de surprise traverser la foule, une inspiration collective qui a aspiré l'oxygène de l'espace. Elias a continué, ses mains reposant toujours sur mes épaules, me lestant, m'ancrant. Je t'ai dit il y a longtemps que tu ne devrais jamais te rabaisser pour t'adapter à un monde trop petit pour toi. Tu ne te rapetisses pas pour accommoder des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Il a fait une pause, puis il a lentement tourné la tête. Il n'a pas tourné son corps, juste sa tête, regardant par-dessus son épaule le tableau figé de la famille Vanderbilt. Ses yeux n'étaient plus doux. Ils étaient morts. C'étaient les yeux d'un requin sentant le sang dans l'eau. Et tu ne t'excuses certainement pas auprès de gens qui ne sont pas qualifiés pour cirer tes chaussures, a-t-il ajouté. Il s'est retourné vers moi, m'offrant son bras. Il est temps de rentrer à la maison, Kira. Derrière moi, le silence a été brisé par un seul son sec. Crac. La main de Julian était devenue engourdie. Le verre de champagne en cristal qu'il tenait lui a glissé des doigts et s'est écrasé contre le sol en marbre. Le son a fait écho à l'accident précédent. Mais cette fois, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. J'ai regardé par-dessus l'épaule de mon père. Béatrix Vanderbilt avait l'air d'avoir été vidée de son sang. Son visage était un masque de cendre grise. Ses yeux étaient grands, exorbités, fixant l'homme qu'elle venait d'appeler le personnel. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson sur un quai, mais aucun son n'en sortait. La prise de conscience s'abattait sur elle. Un tsunami d'horreur. Elle avait giflé l'unique héritière de l'Empire Sterling. Elle avait traité la fille de l'homme le plus puissant de New York de parasite. Julian se tenait au milieu des éclats de son verre, ses mains tremblant violemment. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et j'ai vu le moment où son âme s'est brisée. Il a vu la ressemblance maintenant. Il a vu la posture. Il a vu la connexion qu'il avait été trop aveugle, trop égoïste pour voir pendant 1 an. Il a réalisé que l'orpheline qu'il était sur le point de divorcer était la princesse du royaume qu'il essayait d'entrer. Victoria Ellington avait reculé d'un pas, se distançant de Julian comme s'il était radioactif. J'ai regardé Julian une dernière fois. J'ai vu la ruine dans ses yeux. J'ai vu le calcul de ses pertes, l'argent, la réputation, l'avenir. J'ai pris le bras de mon père. La laine de son manteau était lourde sur mes épaules, un bouclier contre le monde. Oui, papa, ai-je dit doucement. Rentrons à la maison. Le silence dans le grand hall n'était plus un vide. C'était un poids physique, pressant sur les poumons de chaque personne dans la pièce. Mon père, Elias Sterling, n'a pas regardé la foule. Il a lentement pivoté sur ses talons, son mouvement précis et prédateur jusqu'à ce que son regard se pose carrément sur le groupe de la famille Vanderbilt. Il ne les a pas regardés avec colère. La colère implique que l'objet de votre émotion a de la valeur, qu'il a le pouvoir de vous affecter.
Elias les a regardés avec l'intérêt clinique et impartial d'un exterminateur identifiant une infestation de termites dans le sous-sol d'une propriété qu'il avait l'intention de rénover. Il a levé un seul doigt, faisant signe à une silhouette qui se tenait dans l'ombre de la scène. Marcus, son chef de cabinet et exécuteur personnel pour toutes les questions financières, s'est avancé instantanément. Il tenait une tablette à la main, son visage un masque d'indifférence professionnelle. « Marcus » dit Elias. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait l'autorité acoustique d'un marteau frappant une table. « Éclaircis-moi quelque chose. Est-ce bien l'entité Vanderbilt ? La famille qui demande actuellement le sous-contrat électrique sur le projet Horizon. » Marcus a tapoté une fois l'écran de sa tablette. « Oui, monsieur. Richard et Julian Vanderbilt. Le contrat est actuellement sur votre bureau, en attente de votre signature à 9 h demain matin. Il représente 80% de leurs revenus prévus pour le prochain exercice. » La foule a halté. C'était une démonstration grossière de voyeurisme financier. Tout le monde dans cette pièce savait ce que ces chiffres signifiaient. Il savait que les Vanderbilt étaient endettés jusqu'au cou. Elias a hoché la tête comme pour confirmer une commande de déjeuner. « Déchirez-le. »« Monsieur ?» a demandé Marcus. Bien qu'il connaisse la réponse, il jouait son rôle dans le théâtre de la destruction. « Annulez le contrat » a dit Elias, sa voix baissant à un registre qui a vibré dans le plancher, et publié une note à nos partenaires bancaires. Chase, Goldman, les sociétés de capital investissement à Zurich. Informez-les que Sterling Corporation entame un désinvestissement total de tout projet, actif ou portefeuille portant le nom de Vanderbilt. S'ils détiennent de la dette Vanderbilt, nous ne détiendrons pas la leur. Faites bien comprendre qu'ils sont radioactifs. Compris, monsieur, a répondu Marcus. J'initierai les appels dans l'heure. C'était une condamnation à mort. Ce n'était pas seulement un rejet. C'était un blocus. En moins de 30 secondes, mon père ne les avait pas seulement dépouillés de leurs revenus futurs, mais il s'était également assuré qu'aucune institution financière réputée sur la planète ne les toucherait. Il avait transformé leur nom en une contagion. J'ai regardé Richard Vanderbilt. L'homme se tenait la poitrine, son visage de la couleur du mastic humide. Il faisait le calcul mental, réalisant que les prêts qu'il avait contractés en prévision de ce contrat étaient désormais des dettes immédiates. Il était en faillite. Il n'avait juste pas encore les papiers. J'ai ressenti une étrange sensation de légèreté. La laine lourde du manteau de mon père me semblait une armure, mais le poids sur ma main gauche me semblait insupportable. C'était la seule chose qui me liait encore à l'homme qui se tenait au milieu du verre brisé. Je me suis éloigné de mon père un bref instant et je me suis approché de Julian. Il se tenait comme une statue, les yeux grands et vides, fixant l'espace où son avenir se trouvait autrefois. J'ai tendu la main vers ma main gauche. J'ai tourné la modeste alliance en or avec le petit diamant trouble, la bague qu'il avait achetée parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre après que ses parents l'aient coupé des vivres. La bague que j'avais chérie parce que je pensais qu'elle représentait un sacrifice. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était, une chaîne en métal bon marché. Je l'ai enlevée. Mon doigt se sentait nu, mais libre. J'ai pris la main de Julian. Elle était froide et moite. J'ai pressé la bague dans sa paume et j'ai refermé ses doigts dessus. Tu avais raison, Julian, ai-je dit. Ma voix était ferme, perçant les gémissements de sa mère. Tu m'as dit que je ne correspondais pas aux standards de ta famille. Tu avais absolument raison. Je me suis penché plus près, pour que lui seul puisse entendre le dernier clou être enfoncé dans le cercueil de notre mariage. Mes standards sont plus élevés que tu ne pourras jamais espérer atteindre, ai-je chuchoté. Tu voulais une princesse pour te sauver. Tu as eu une reine qui aurait pu te construire un royaume, mais tu étais trop occupé à regarder le sol pour le remarquer. Je me suis retourné vers Elias. Il m'a de nouveau offert son bras, un petit sourire fier touchant ses lèvres. Nous avons marché vers la sortie. La mère de smoking et de robe de soirée s'est instantanément écartée. Les gens ont baissé la tête, non par politesse, mais par peur. Il assistait à la colère d'un dieu, et ils étaient terrifiés d'être pris dans les répliques. Nous n'avons pas regardé en arrière, mais alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit de Manhattan, où la limousine Sterling attendait avec son moteur ronronnant, les bruits de l'effondrement ont dérivé derrière nous. Cela a commencé par un cri de Béatrix. Imbécile. Espèce d'idiot inutile et sans colonne vertébrale. Tu l'as laissé partir.
Tu as laissé des milliards sortir par la porte. Puis est venue la voix de Richard rugissant de panique. Appelle la banque, Béatrix. Tais-toi et appelle la banque avant l'ouverture du marché. Et puis le bruit de talons cliquant rapidement sur le marbre, s'éloignant des Vanderbilt. J'ai su sans regarder que c'était Victoria Ellington. C'était une survivante de la jungle sociale. Elle savait reconnaître une carcasse quand elle en voyait une. Elle serait dans sa voiture avant même que Julian ne puisse déverrouiller son téléphone. Et au moment où il essaierait de l'appeler, son numéro serait bloqué. Elle l'effacerait de sa vie numérique avant même qu'il ne quitte le bâtiment. Le trajet jusqu'au manoir de fer a été silencieux, mais c'était un silence paisible. J'ai regardé les lumières de la ville défiler par la fenêtre, réalisant que pour la première fois en un an, je ne retenais pas mon souffle. Les retombées le lendemain matin ont été mathématiques dans leur cruauté. J'étais assise dans la véranda du domaine de mon père, buvant un café qui coûtait plus cher la livre que tout mon budget hebdomadaire de Madame Vanderbilt, comme l'indiquait la tablette devant moi. Les nouvelles financières arrivaient en temps réel. À 9h30 du matin, lorsque la cloche d'ouverture a sonné à Wall Street, Vanderbilt Holdings a ouvert en baisse de 40%. À 10h15, après que la note interne de Sterling Corp ait fuité sur les blogs financiers, l'action a chuté de 20% supplémentaire. C'était une chute libre. Les gros titres étaient brutaux. L'empire Vanderbilt s'effondre sous les sanctions de Sterling. L'erreur à 4 milliards de dollars. Mon téléphone, que j'avais réactivé avec un nouveau numéro, est resté silencieux. Mais j'avais gardé mon ancien téléphone actif pour une raison, observer le désespoir. Il était posé sur la table, vibrant sans cesse. Julian, 12 appels manqués. Julian, message vocal, Kira, s'il te plaît, nous devons parler. Ma mère est hystérique. La banque saisit les comptes. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés. S'il te plaît, décroche. Julian, message vocal, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je t'aime. C'était la pression. S'il te plaît, Kira. Béatrix parle de vendre la maison. J'ai regardé l'écran s'allumer à nouveau. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti la logique froide d'un ingénieur en structure regardant un bâtiment s'effondrer parce que les fondations étaient en sable. J'ai appuyé sur le bouton pour déconnecter définitivement la ligne. Selon le rapport de l'équipe de sécurité de mon père, Julian s'est rendu à notre appartement à Brooklyn à midi. Il me cherchait probablement, ou peut-être cherchait-il un endroit où se cachaient des créanciers qui frappaient déjà aux portes du domaine de sa famille. Il serait arrivé pour trouver les serrures changées. Un avis orange vif était collé sur la porte. Propriété saisie par Sterling Real Estate Trust, accès interdit. Dans le couloir, assise seule et pathétique sous la lumière fluorescente vacillante, se trouvait une seule boîte en carton. Elle contenait ses costumes bon marché, son eau de Cologne et les quelques objets personnels qu'il avait apportés dans ma vie. Il m'avait dit un jour qu'il voulait tout construire avec moi. Maintenant, il avait exactement ce qu'il avait construit, une boîte de vêtements usagés et une porte fermée. Le silence qu'il a rencontré dans ce couloir était la réponse à chaque insulte qu'il m'avait jamais lancée. C'était la fin du bruit. C'était le début de son néant. 6 mois, ce n'est pas long dans le grand schéma de l'univers. Mais dans la vie d'une femme qui a décidé de reprendre son nom, c'est une éternité. C'est assez de temps pour que les saisons changent, que le béton durcisse, et que l'encre sur un accord de divorce sèche complètement. Je me tenais au centre de mon nouveau bureau, un sanctuaire aux murs de verre au 85e étage de l'horizon. C'était le bâtiment qui avait tout commencé, le titan d'acier et de verre que mon père et moi avions dévoilé au monde. Il était terminé maintenant, dominant l'horizon de Manhattan, un témoignage de ce qui se passe quand on construit avec intégrité plutôt qu'avec tromperie. Sur le bureau en acajou devant moi se trouvait un exemplaire d'Architectural Digest. La couverture ne présentait pas une maison ou un paysage. Elle présentait un portrait. C'était moi. Je portais un tailleur blanc, net et ajusté. Les bras croisés, fixant l'appareil photo avec un regard qui ne contenait aucune excuse. Le titre disait « L'héritière de fer, Kira Sterling sur l'architecture du pouvoir ». J'ai passé mes doigts sur le papier glacé. Je n'étais plus Kira l'orpheline, ni Kira la chef de chantier en difficulté, ni Kira l'épouse embarrassante d'un politicien en herbe. J'étais la directrice créative du Sterling Group. J'étais aussi la fondatrice de la fondation Fairchild,
une initiative d'1/4 milliard de dollars dédiée à la reconstruction du système d'aide sociale à l'enfance qui m'avait élevé. Nous ne peignons pas seulement des murs. Nous redessinions la façon dont les enfants oubliés vivent le monde, en veillant à ce qu'aucun enfant de 6 ans n'ait plus jamais à coller des bâtons cassés pour ressentir un sentiment de contrôle. Je me suis dirigé vers la baie vitrée et j'ai regardé en bas. La ville ressemblait à un circuit imprimé d'ici. Une grille d'électricité et de mouvement. Les voitures n'étaient que des points de lumière. Les gens, des points invisibles. Cela me donnait une perspective dont j'avais désespérément besoin. De cette hauteur, les monstres de mon passé semblaient très petits. Mes yeux ont dérivé sur l'horizon jusqu'au panneau d'affichage LED géant sur la tour adjacente, celui qui faisait défiler les nouvelles financières quotidiennes et les mises à jour du marché. C'était généralement un flou de chiffres et de symboles boursiers, mais occasionnellement un titre accrochait le rythme du cycle. Et c'était là. Le domaine Vanderbilt vendu aux enchères pour une fraction de sa valeur. Le texte défilait, impartial et froid. Il était suivi d'un sous-titre plus petit, les actifs de la famille liquidés pour satisfaire les créanciers. J'ai regardé les mots disparaître de l'écran, remplacés par une publicité pour une montre de luxe. Le nom Vanderbilt, que Béatrix avait gardé comme un joyau de la couronne, n'était plus qu'une note de bas de page dans un compte moral sur les mauvaises dettes. Je connaissais les détails, bien sûr. L'équipe juridique de mon père les surveillait, non par malice, mais par diligence raisonnable. Béatrix et Richard avaient perdu le manoir de Westchester. Ils vivaient actuellement dans un 2 pièces en location dans le New Jersey, loin des cercles sociaux qu'ils terrorisaient autrefois. Les amis qu'ils avaient essayé d'impressionner au gala avaient disparu dès que les cartes de crédit avaient cessé de fonctionner. Claire avait épousé un homme 2 fois son âge qui possédait une chaîne de lave-auto, désespéré de trouver la sécurité. Et Julien. J'avais appris d'une connaissance commune que Julien travaillait en ville. Il n'était pas dans un bureau de coin. Il ne se présentait pas au conseil municipal. Il travaillait le soir dans un bar de milieu de gamme dans le quartier financier. Il servait des verres aux hommes mêmes qu'il essayait d'impressionner autrefois. Je l'imaginais, debout derrière ce bar, essuyant le comptoir, forcé de sourire à des clients qui claquaient des doigts pour l'appeler, forcé de servir des gens qui le traitaient comme un meuble. C'était une justice poétique qu'aucun écrivain n'aurait pu mieux scénariser. Il avait traité sa femme comme une servante, et maintenant la vie lui avait tendu un tablier. J'ai attendu la montée de satisfaction. J'ai attendu la joie sombre et jubilatoire qui vient de voir un ennemi tomber. Mais en regardant la circulation avancer lentement sur Broadway, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Je n'étais pas heureuse de leur ruine, je n'étais pas triste. Je ressentais une profonde et paisible indifférence. C'était le sentiment de passer devant une maison où l'on a vécu et de réaliser qu'on n'a plus la clé et qu'on n'en veut pas. Leur souffrance n'ajoutait rien à ma richesse. Leur pauvreté ne me rendait pas plus riche. La seule chose qui comptait, c'est qu'ils n'étaient plus dans mon orbite. J'avais réalisé que la plus grande vengeance n'était pas de réduire leur monde en cendres, bien que nous l'ayons certainement fait. La plus grande vengeance était de construire mon propre monde si haut, si brillant et si magnifique qu'il devrait se tordre le cou juste pour en voir l'ombre. Je vivais une vie de but et de pouvoir, et ils n'étaient que de simples spectateurs regardant le spectacle depuis les places bon marché. L'interphone sur mon bureau a sonné, brisant le silence. Mademoiselle Sterling. C'était mon assistante. Le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. Ils veulent discuter des plans d'expansion pour le projet de Chicago, et votre père est en ligne. J'ai appuyé sur le bouton. Dites au conseil que je serai là dans 5 minutes. Passez-moi mon père. J'ai décroché le téléphone. Bonjour, papa. Kira. La voix d'Elias était chaleureuse. La voix d'un homme qui regardait enfin son égal. Je viens de voir le magazine. Tu as l'air redoutable. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, un sourire sincère touchant mes lèvres. Es-tu prête pour la réunion? La proposition de Chicago est agressive. Je suis prête, ai-je dit en me détournant de la fenêtre. J'ai tourné le dos à la vue de la ville. J'ai tourné le dos à l'écran LED au nom de Vanderbilt. J'ai tourné le dos au fantôme de la fille qui avait laissé un homme la faire se sentir petite. En fait, j'ai quelques changements que je veux apporter au plan. Nous devons voir plus grand. J'ai raccroché et j'ai attrapé mon portefeuille. J'ai aperçu mon reflet dans le mur de verre une dernière fois. La femme qui me regardait n'était pas une survivante. C'était une conquérante.
La robe vert olive était un lointain souvenir, remplacé par l'armure du succès. Je suis sorti du bureau, mes talons claquant rythmiquement sur le sol en marbre. Un son non pas de regret, mais d'élan. On dit qu'on ne peut jamais rentrer chez soi, mais c'est faux. On peut rentrer chez soi. Il faut juste le construire soi-même. Brique par brique, en utilisant les pierres que les autres vous ont jetées. Ils disaient que je ne correspondais pas à leurs standards. Ils avaient raison. Parce que dans mon monde, ils n'ont jamais été qualifiés pour entrer.